et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'art avec Emma et Julie, deux étudiantes de l'Université de Paris qui travaillent pour Common Wave, la radio de Paris Descartes. Ensemble, nous allons vous présenter l'art sous toutes ses formes et tout d'abord, une courte présentation. Bonjour, moi je m'appelle Julie et j'adore l'art, c'est tout con. J'ai fait une seconde art appliquée, donc j'ai la vision utile de l'art. Et ensuite j'ai continué avec une spé et une option art plastique au lycée. Et maintenant je suis en licence lettres et arts à Paris Diderot, donc l'art ne me quitte plus. Bonjour, moi je suis Emma et j'ai commencé l'art quand j'avais 16 ans, du coup en première au lycée. J'ai fait un bac L, du coup on devait choisir une option et puis je me suis dit pourquoi pas choisir l'option art. Et puis ça m'a suivi jusqu'en terminale et j'ai vraiment apprécié cette petite introduction à l'art qui est vraiment une discipline très importante même aujourd'hui. Bien que je n'étudie pas l'art, contrairement à Julie, puisque moi je suis en sciences sociales à Paris Descartes. Et du coup c'est un petit peu le seul moment où je vais pouvoir me recentrer sur l'art comme je le faisais au lycée, c'est à travers cette radio. Et pour finir, je m'appelle Aimée, je suis étudiante en première année à Sciences Po au campus de Poitiers. Et tous ensemble, avec cette équipe merveilleuse, nous allons pendant 1 an vous parler d'art. Alors comme on n'est pas dans la même université, je pense que chacun a sa vision un petit peu de l'art. Et puis on n'a pas fait les mêmes études au lycée, et on n'a pas le même parcours et puis la même vision de l'art. Donc pour moi, c'est une discipline que j'ai vraiment amorcée quand j'étais au lycée du coup. J'ai eu la chance d'avoir une très bonne prof qui était très pédagogue et qui savait très bien retranscrire tout ce dont on avait besoin pour comprendre une œuvre et pour qu'on puisse être touché aussi par cette œuvre. Ma vision de l'art, elle a grandi au niveau de mes études au lycée. Quand j'ai fait un voyage à la Biennale à Venise, on est parti du coup pour la Biennale de 2017 et on a assisté à la performance de Faust. Donc c'est une artiste allemande qui a fait cette performance avec une équipe de performeurs et je me rappelle que ça m'avait vraiment vraiment touchée. Et je pense que j'ai eu un déclic à ce moment-là et que je me suis dit que l'art, ça pouvait tellement dégager d'émotions et tellement d'informations et tellement pouvoir s'adapter à chaque personnalité que c'était tellement un milieu complexe en fait que je me suis dit que peu importe notre personnalité et peu importe notre vision même, on arrive à se retrouver dans un mouvement, une catégorie d'art en fait. Donc c'est cette complexité et cette pluridisciplinarité entre guillemets de l'art qui m'intéresse beaucoup. Et toi Julie, qu'est-ce que tu penses de l'art ? Moi j'ai commencé avec de l'art appliqué du coup, donc c'est plus le design, la communication, donc j'avais une vision beaucoup plus utile de l'art et ça m'a vraiment aidé à comprendre différemment les choses. Enfin, quand on étudie un petit peu le design, on se rend compte qu'une chaise, c'est pas juste une chaise, c'est toutes les études qui ont été faites pour qu'on puisse bien s'asseoir, qu'on ait pas mal au dos, où se sont placées les vis. Enfin c'est tout ça, c'est vraiment hyper complexe. Et après j'ai enchaîné avec de l'art plastique. Et là, c'était plus qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui peut être engagé ou qu'est-ce qui peut remontrer ce que les personnes ont vu. Et je trouvais ça génial parce que, comme tu le disais, on peut tous se retrouver dans l'art. Il faut juste trouver la bonne œuvre. Et c'est magnifique parce que ça peut te parler à tous les moments de ta vie, quoi que tu penses, quoi que tu ressentes. C'est vraiment génial et ça te montre des choses sur la société que tu verrais pas autrement. Donc, tu peux réfléchir en regardant de l'art ou tu peux choisir de juste profiter d'une œuvre et voir juste la beauté. Et c'est ça qui est génial. Je suis totalement d'accord avec ça. Et du coup, Aimée, qu'est-ce que c'est un petit peu ta vision de l'art ? Moi, j'ai commencé l'art, je pense qu'on peut dire l'année dernière. Réellement, j'ai commencé à plutôt voir l'art de manière académique, entre guillemets, l'année dernière. À réfléchir à la composition, à la construction de l'œuvre. Parce que pour moi, l'art, ça a toujours été du ressenti, du vivant. Ça a toujours été, je sais pas si on peut dire corporel, mais un peu quand même. Ça a toujours été ce que je vois, comment je le ressens, comment je le reçois. Ça a toujours été de me dire comment est-ce que je vis cette œuvre. Parce qu'à la base, je suis pas, comment dire, une adepte des musées froids, fermés. L'art, je l'ai toujours vu dans la rue.
que ce soit dans des festivals d'art de rue, que ce soit à travers le cirque, à travers des performances. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'art et que je l'ai toujours vécu. Après, j'ai découvert la partie plus académique. Mais j'ai cette sensibilité de recevoir l'œuvre et de l'interpréter avec les sentiments. Ça a toujours été, quelque chose de très viscéral, de recevoir l'œuvre, de la vivre. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai une vision un peu différente de l'art, moins académique, moins dans l'analyse et dans la réflexion, et plus dans le vivre l'art, le recevoir, le ressentir, et digérer cette émotion pour en tirer une interprétation. Je pense qu'on est toutes d'accord un petit peu sur cette vision de l'art dans une discipline très vivante, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'on est un petit peu toutes d'accord sur ça. Toutes et tous. Un carré blanc sur fond blanc. Un tableau avec un coup de cutter. Un tableau avec 2 coups de cutter. Un plug vert géant qui trône au milieu de Paris. L'art, ce bullshit, vraiment. L'art, ce bullshit, vraiment. Est-ce qu'on peut dire que l'art, c'est du bullshit ? Et si c'est du bullshit, est-ce que c'est vraiment de l'art ? J'ai tendance à penser que la valeur marchande qu'on accorde à un bien n'est pas nécessairement la valeur réelle que ce bien a. Je m'explique. C'est pas parce qu'on va vendre un tableau avec un coup de cutter à des sommes astronomiques que ce tableau va rentrer dans l'histoire. À part peut-être comme un mème. Je veux dire, c'est vrai que c'est utilisé comme une sacrée bonne blague. Et si on aime rire jaune, ça peut être très drôle. Mais pour moi, l'art, si on considère que c'est du bullshit, peut-être qu'il faut remettre en question le nom d'art qu'on donne à cette chose, à cette œuvre, si on peut employer ce mot-là. Et parfois, il y a des œuvres dont on a l'impression que c'est du bullshit, et quand on creuse, ça n'en est pas nécessairement. Comment illustrer ça ? Il y a un artiste que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'affection, c'est Marcel Duchamp. On lui reproche souvent sa vision très conceptuelle de l'art. Je pense que tout le monde connaît l'urinoir, qu'on appelle La Fontaine. C'est un urinoir posé à l'envers, et c'est ce qu'on appelle un ready-made. C'est prendre un objet qui a été créé en série pour l'exposer, et le simple fait de l'exposer, c'est le mettre à part. C'est la simple volonté de l'artiste qui fait d'un objet une œuvre. Et là, pour le coup, on a un vrai exemple de potentiel bullshit artistique. Je veux dire, n'importe qui peut prendre un objet et l'encadrer ou le mettre dans une boîte absolument magnifique et dire « Regardez, c'est une œuvre d'art ». C'est l'exemple de notre civilisation manufacturière qui crée tout en série. Mais ça va beaucoup plus loin. Pour moi, on peut réellement qualifier ça d'œuvre d'art. Parce que c'est montrer que la volonté d'un homme fait d'une chose ce qu'elle est. Parce que l'artiste se revendique artiste et qu'on le reconnaît en tant que tel, sa simple volonté et capacité de créer l'art. Plus aucune technique n'est nécessaire. Notre société a cette technique, cette capacité de créer. Et la volonté humaine a cette sensibilité qui fait que parce qu'elle prend un parmi la multitude, elle peut le mettre à part, lui donner une identité propre. Le geste de l'artiste, ici, c'est pas un geste technique, ce n'est pas déposer de la matière sur une toile, c'est retourner un objet pour lui donner une identité propre. Pour moi, il y a vraiment cette notion presque sartrienne de l'essence qui est donnée en fait, qui est insufflée. On va donner une place à un objet qui n'était pas censé en avoir une. Et là, il y a vraiment quelque chose, une idée à saisir, à développer, à réfléchir. C'est là qu'on se rend compte que l'art, parfois, ça a l'air d'être du bullshit, mais quand on creuse, ça a un sens. En vrai, tu vois, toi, le ready-made, ça ressemble un peu à ce que moi, il fait González Torres. Il a fait une œuvre qui s'appelle USA Today, et c'est dans un coin d'une pièce. Il assemble tout un tas de bonbons qui font le poids d'un homme en bonne santé.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a une réserve de bonbons et quand l'œuvre baisse en poids, ils en rajoutent pour qu'elle garde toujours ce poids de 85 kilos. Les spectateurs peuvent prendre des bonbons, donc c'est vraiment dans le contact entre le spectateur et l'œuvre. Et ça représente la diffusion du sida en Amérique. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui prennent un bonbon et qui l'emmènent chez elles, c'est toutes ces personnes qui contractaient le VIH et qui l'emmenaient avec eux dans leur vie. C'est vraiment donner une autre signification au bonbon qui est quelque chose, qui est un objet du quotidien et qui là qui devient quelque chose de grave. C'est la représentation de la maladie du sida et de son épidémie. Et c'est violent en fait, parce que quand on voit juste un tas de bonbons et qu'on peut prendre dedans, on se dit chouette, j'aurais pas besoin de les acheter, j'ai des bonbons gratuits. Et en fait, quand on lit la description de l'œuvre, on se prend une claque dans la gueule. Le titre, il a été donné comme ça parce que USA Today, c'était un journal américain qui avait pour habitude de rendre plus douces les infos graves pour que ça passe mieux auprès du spectateur. Et c'est ce qu'il a fait, Félix González Torres, c'est qu'il a représenté le sida avec des bonbons, ces petites choses toutes mignonnes, toutes inoffensives pour parler d'une maladie qui a détruit et tué. C'est assez conceptuel de rendre comme ça un objet du quotidien. Et donc après ce que vous avez dit, on pourrait même peut-être affirmer que l'art modifie la vision des objets et la vision de tout ce qu'on a qui nous entoure et qui nous forme même en tant qu'individu dans la société contemporaine en fait. Donc ce serait un petit peu comme un pouvoir en fait l'art au final. C'est une autre perception de la vie, du quotidien, et une autre perception de notre individualité au final. Donc ça serait même bien de se questionner un petit peu sur ça. En fait, moi, je te répondrais en disant que, effectivement, l'art a cette capacité de modifier notre vision du monde. Et c'est là où on peut souvent se poser énormément de questions sur des œuvres. Peut-être que cet aspect un peu naïf, un peu simplet, c'est aussi dans le but que les gens se questionnent sur ce qu'ils ont sous les yeux. Après, peut-être qu'il y a des artistes sans talent, je ne sais pas. Mais je pense vraiment que cet aspect simplet peut aussi pousser les gens à se questionner, à se dire « Wow, qu'est-ce que c'est quelle est l'utilité de cette chose ?» Si l'art se contentait d'être beau, d'être d'une perfection plastique, on verrait, on serait content et on se poserait pas plus de questions. On repartirait en se disant « J'ai vu quelque chose d'esthétiquement agréable ». Alors que là, on voit quelque chose qui peut être choquant, intriguant, parfois frustrant, parce que c'est frustrant de se dire que un urinoir posé à l'envers ou qu'un tas de friandises puisse valoir autant, puisse être aussi montré, puisse susciter autant d'enthousiasme. Et ça pousse à se questionner, à les voir, à ressentir ces émotions que sont la colère, que sont la curiosité, que sont la frustration, et à aller chercher plus loin. En plus de chercher plus loin, je pense qu'on pourrait rajouter que plus l'œuvre est simple, un carré blanc sur fond blanc, on peut pas faire plus simple. Et justement, vu que c'est très simple et que c'est très conceptuel, il y a d'autant plus de manières de comprendre l'œuvre. Plus l'œuvre est précise, moins il y a de possibilités de compréhension différentes. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que j'aurais tendance à croire que plus l'œuvre est simple, plus le message est clair. Au contraire. Peut-être que ça dépend de la capacité d'imagination aussi. De cette capacité à réfléchir à 1 milliard de choses à la fois et de faire des liens à partir d'éléments tout bêtes, de réussir à créer, une sorte d'histoire autour de l'œuvre. Je pense à Marina Abramovic, qui avait fait sa performance The Artist is Present, où elle était assise sur une chaise au MoMA, le musée d'art moderne new-yorkais, si je me trompe pas. Et les gens venaient s'asseoir en face d'elle et la regarder dans les yeux. Et d'une certaine manière, ça veut rien dire, parce qu'il n'y a pas de message, pas d'explication précise. Et d'un autre côté, c'est hyper révélateur de plein de choses, parce que les gens, le fait de prendre le temps de s'asseoir pour regarder quelqu'un dans les yeux, sans rien dire, sans écran pour nous parasiter, sans sujet de préoccupation immédiat, rien d'autre que juste regarder quelqu'un dans les yeux et se demander ce qui se passe dans sa tête, pour beaucoup de gens, ça a été hyper intense, voire presque violent, d'être confronté à l'autre comme ça, de manière aussi dénudée, aussi simple. Donc en fait, je pense que ça dépend vraiment de notre capacité à créer un mythe autour de l'œuvre et à la ressentir. Chaque personne a sa vision en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. La vision dépend du coup des personnes, de notre habitus.
Ouais, c'est ça, puis même de notre habitude à voir de l'art. Parce que quelqu'un qui a l'habitude de voir des œuvres hyper simples va pas la comprendre de la même manière que quelqu'un qui d'un seul coup, au détour d'une rue, tombe sur une œuvre. Et donc aussi, on pourrait même affirmer que, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, ça remet un peu en question notre vie quotidienne en fait, parce que on a pu, sur des vidéos de cette exposition de Marina Abramović, on peut assister à des spectateurs qui pleurent littéralement devant l'artiste, parce qu'ils se sentaient tellement seuls dans leur quotidien, dans leur vie dans leur vie new-yorkaise en fait, si rapide, et tout le temps être tout le temps occupé et tout le temps devoir faire des choses à la minute, que de seulement prendre le temps de se reconnecter avec l'homme, un vrai être humain en fait, c'est quelque chose qui est très touchant parce que ça sort de notre quotidien et de qui on est vraiment, et ça fait ressortir un peu toutes nos émotions qui sont vraiment enfouies et que notre société actuelle pousse en fait au fond de nous-mêmes en fait. Mais je pense que ça aurait pu être rendu même si ça n'avait pas été une performance avec quelqu'un en face. Se retrouver devant un tableau, c'est aussi accepter de prendre le temps de l'observer. Et t'observes pas juste le tableau, t'observes la manière dont tu le regardes, c'est-à-dire que tu te regardes toi-même en train de l'observer. Et ça peut être assez violent aussi, parce que c'est observer une œuvre matérielle, mais voir ce qui se passe en toi, donc tout ce qui se passe intérieurement. Et c'est vraiment une pause dans le quotidien qui parfois est nécessaire. Donc en fait, ça nous reconnecterait presque au présent en fait. C'est exactement ça, je pense. Ouais. On pourrait même aller jusqu'à le dire que c'est un chemin qui est très compliqué à comprendre, et ça en fait tout dépend de la sensibilité du spectateur, mais c'est un chemin à prendre et qui demande du temps, de la volonté aussi, parce que si on n'a pas envie de comprendre une œuvre d'art, on la comprendra pas. Mais une fois qu'on est arrivé à comprendre et à prendre le temps, c'est surtout ça le mot-clé, prendre le temps, et bien peut-être qu'on a toutes les clés en main du coup pour apprécier, pour même se connaître aussi d'une autre manière. C'est même presque aussi un travail personnel, un travail sur soi, rien que de prendre le temps de connaître sa vision de l'art et sa vision de l'œuvre aussi. Oui, puis selon le moment où tu vas observer une œuvre, ta vision va être différente. Tu vas pas observer de la même manière une œuvre à 20 ans qu'à 60 ans. Et c'est pas grave si on comprend pas une œuvre quand on l'observe pour la première fois. Parce que juste, on n'a peut-être pas l'expérience qu'il faut, la maturité qu'il faut. Et c'est pas gênant. C'est juste un autre regard. Et il faut peut-être attendre de vivre des choses ou juste de grandir et ensuite la réobserver et là se rendre compte que waouh, cette œuvre est incroyable. Et donc là on pourrait insérer la théorie de Bourdieu sur l'habitus. En fait c'est tout ce qui crée l'individualité de quelqu'un en fonction des étapes de sa vie, de tout ce qu'il aura vécu, l'endroit où il est né, les personnes qu'il a fréquentées, l'école où il est allé, les personnes donc qu'il a rencontrées et puis toutes les connaissances culturelles qu'il a. Tout ça, en fait, forme l'habitus, et puis ça va déterminer ensuite tes actes sociaux, tes actes dans la société, et puis qui tu es, et qui tu seras aussi plus tard. Emma, c'est génial, tu me donnes une transition tout à fait à propos. Grâce à Bourdieu, on a une transition magnifique, parce que on parle du bullshit dans l'art, et de cette compréhension des œuvres, et de se sentir, de la manière de les vivre, qui dépend de notre capacité à réfléchir aux questions qu'elle pose, à ce qu'elle nous fait vivre. Et tu me parles du passé, de notre habitus, de notre de notre environnement et des conditions de vie qu'on a. J'ai l'impression que nous aussi, quand on parle d'art, on fait une forme de bullshit, parce que on parle de choses qu'on connaît, mais c'est dur de se représenter ce dont on parle quand on ne l'a jamais vu, quand on n'a jamais été en contact avec le monde de l'art. Est-ce qu'on n'est pas en train de partir dans des sphères un petit peu théoriques ? On pourrait même comprendre que c'est interdisciplinaire l'art aussi. Parce que là, je viens de parler d'une théorie sociologique, ou même philosophique, c'est très vaste comme sujet, donc je pense que je pourrais pas trop le thématiser précisément. Mais du coup, là, la vision de l'art, on peut pas le centrer sur un point et un axe précis. C'est pas
monographie. Enfin, on peut pas faire une monographie de l'art, c'est tellement complexe et il y a tellement d'axes à prendre en compte que c'est tellement vaste que ça touche, c'est interdisciplinaire, c'est pluridisciplinaire, c'est beaucoup de disciplines, quoi. Donc, ça existe depuis tellement longtemps aussi, qu'on peut pas le réduire juste en quelques phrases. Oui. Ça serait forcément occulter des parties. Enfin, ne serait-ce que là, dans ce qu'on a dit, on parle de musée, mais la musique, c'est pas en musée. Enfin, oui, ça peut être en concert, ça peut être en auditorium, enfin, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais c'est surtout maintenant dans nos téléphones avec nos écouteurs. C'est partout où on va, c'est partout. Ça nous suit dans notre vie de tous les jours. Et c'est pas forcément se poser pour le coup. Tu peux aller courir en écoutant de la musique. Ça touche vraiment de tout. Et aussi, peut-être ce qui est bon de préciser, c'est que nous, on s'intéresse à l'art plastique. Mais comme tu dis, l'art prend différentes formes. On parle de cinéma, on parle de... Il y a 7 arts quand même, en tout. Mm-hmm. Donc, nous, on s'intéresse à l'art plastique, mais c'est tellement vaste que on peut pas le réduire à une seule chose, en fait. Mais même si on en parlait pendant des heures, on pourrait pas. On pourrait pas. Ça serait pas possible. Je vais reformuler ma question parce que là, vous me dites que l'art, ça touche à tout. Mais est-ce que l'art, ça peut toucher tout le monde ? Enfin, d'expérience, c'est pas facile de se dire je vais apprendre l'art, je vais découvrir l'art, je vais réfléchir à l'art, je vais me renseigner dessus, voir je vais en faire, et de se dire je suis légitime pour ça. Parce que tout à l'heure, je parlais de la volonté de l'artiste qui est capable de transformer l'objet manufacturé en œuvre d'art unique. Mais comment est-ce qu'on a cette prétention de dire je suis artiste ou je peux être critique d'art ou tout simplement j'ai le droit, parce que oui, j'ai le droit de rentrer dans un musée, même si je l'ai jamais fait avant. J'ai le droit de rentrer dans un théâtre, de regarder une pièce et de l'apprécier ou non. J'ai le droit de rentrer dans une salle de concert, une salle de spectacle, d'aller voir une performance. Comment est-ce qu'on s'autorise l'art ? Est-ce qu'il n'y a pas cette forme aussi de, à force de conceptualiser l'art, de le mettre dans des sphères intellectuelles inatteignables, de le mettre sur un piédestal, est-ce qu'il n'y a pas ce risque aussi de se déconnecter de la réalité et de faire de l'art la propriété d'une sorte de pseudo-élite intellectuelle qui va rester dans des sphères absolument théoriques, absolument conceptuelles, et doter à l'art cette dimension dont on parlait tout à l'heure au début de l'émission, si enraciné dans l'émotion, dans le vivant, dans le ressenti. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de retirer cette dimension corporelle à l'art pour en faire un objet de théorie intellectuelle, un objet de réflexion sans fin, et de se dire finalement l'art, comme ça demande uniquement de réfléchir et plus de ressentir, est-ce que j'ai assez de capacité, assez de connaissances, assez de culture classique entre guillemets pour m'autoriser à aller chercher l'art là où il est ? Alors comme tu as parlé en fait du point de vue un petit peu élitiste de l'art dans notre société, je pense que pour certaines personnes, sans trop généraliser, l'art serait en fait réservé à une certaine élite, à une certaine classe sociale, on va dire. Mais je pense que dans notre société contemporaine aussi, le rapport avec l'art que l'on a dépend beaucoup de la personnalité du spectateur. Par exemple, une personne qui est sensible aurait peut-être plus de facilité à une personne qui serait un petit peu plus fermée sur cette question de ce que c'est que l'art et de son rapport avec l'art. Mais je pense que c'est une question qui est assez individuelle, on va dire que ça, en fait, ça dépend de tout et de tout le monde. Mais d'une manière un petit peu plus précise, je pense que notre société a un petit peu modifié le rapport avec l'art et le spectateur. Moi, je pense que, comme tu disais, on a peur d'enfermer l'art dans les musées, de trop conceptualiser. Et c'est là qu'il faut garder la place du street art, parce que c'est quand même l'art dans les rues, et ça c'est très important. C'est vraiment s'exprimer là où tout le monde passe. On est loin du musée fermé où on a un peu l'idée des bobos classés avec leur petite coupe de champagne et leur petit amuse-gueule qui sont en train de dire « cette œuvre est sublime !» Et là, le street art, c'est vraiment être dans la rue avec les gens. Et ça peut peut-être déjà être un premier contact avec l'art avant de s'y intéresser plus. Et on a la chance que maintenant on a Internet, et ça nous permet aussi d'avoir les œuvres
Alors c'est sûr, c'est pas le vrai tableau tel qu'il a été peint, c'est juste une vision photographiée sur un écran, donc on perd en qualité, mais c'est déjà une première approche de l'œuvre et ça démocratise des œuvres qui sont toutes centralisées à Paris. Ça nous permet de vraiment en voir partout où qu'on soit et quelle que soit notre classe sociale. Vous avez parlé de sortir l'art des musées. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi, de faire rentrer les gens dans les musées ? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, l'art, il y a quand même une dimension qui s'engage de plus en plus. C'est pour ça, à mon avis, qu'il y a encore besoin de l'art, c'est parce que c'est quelque chose de très ancré dans notre temps, dans notre actualité, qui pose des problèmes d'aujourd'hui, parfois. Et est-ce qu'il n'y a pas, justement, à votre avis, le moyen de faire en sorte que, comme on parle de problématiques d'aujourd'hui, que les gens viennent de les amener à l'art, plutôt que de faire sortir l'art pour le faire, entre guillemets, percuter les gens par hasard au coin d'une rue, faire que les gens fassent cette démarche. Comment est-ce qu'on peut simplifier cette démarche d'aller vers l'art ? Je pense que, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Julie, ce qu'il faudrait faire, ça serait démocratiser l'art, le rendre plus accessible à tous, dès l'école un petit peu faire des introductions, dès l'école primaire, je veux dire, faire des introductions à l'art, et puis le rendre en fait plus accessible à toute classe sociale, parce que même encore maintenant, dans notre société contemporaine, on a encore cette image élitiste de l'art, réservée à une classe, réservée à l'élite, réservée à la classe supérieure, alors qu'au final, il faudrait un petit peu le replacer, le recentrer sur tous les âges et sur toutes les classes sociales pour le démocratiser et le rendre plus accessible. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait faire rentrer les personnes dans les musées et pouvoir un petit peu le rendre plus accessible, encore une fois. Et tu vois, par exemple, Pavlenski, il travaillait là-dessus un peu, dans le sens où lui, il était en Russie, dans une société où il disait que tout le monde était un peu endormi, un peu... où on se rendait plus bien compte de la réalité. Et en fait, lui, c'était par l'art qu'il se réveillait. Mais c'était vraiment... Il trouvait que s'il se mettait pas en danger pour l'art, alors c'était une forme de renonciation et d'oubli de ce qu'il vivait. Et il avait besoin justement de l'art pour comprendre la société dans laquelle il vivait, pour la dénoncer, parce qu'il n'était pas d'accord. Pour lui, c'était aussi un moyen de dire aux personnes, mais réveillez-vous, vous pouvez pas accepter de vivre dans une société qui est comme ça, vous pouvez pas accepter de vivre dans une société où l'homme est traité comme du bétail, par exemple. Il est très engagé contre Poutine, mais aussi contre les pratiques psychiatriques répressives, ou contre l'empathie et l'indifférence de la société russe, parce que pour lui, tout ce qui vivait en Russie, c'était juste pas possible. Et ses œuvres ont été suffisamment engagées pour qu'il doive quitter le pays. Maintenant, il avait dû trouver asile en France parce que en Russie, c'était juste plus possible. Il était en danger. Mais ça réveille pas juste le spectateur, ça réveille aussi l'artiste. C'est tout l'inverse de la déshumanisation. Ça humanise complètement parce que ça prend en compte les émotions et en fait, ça nous renvoie à qui on est et ce qu'on ressent en tant qu'être humain, mais être humain à proprement parler, rien à voir avec la construction de l'individualité dans la société ou autre chose, c'est que ça nous renvoie à qui on est et ce qu'on pense vraiment. Donc je pense qu'il n'y a rien de plus humain en fait que l'art. Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu racontes, c'est que l'émotion, il y a besoin de rien pour la sentir. Il n'y a pas besoin de connaissances, il n'y a pas besoin de références, il n'y a pas besoin d'études très poussées. Je suis désolée parce que le temps passe vite et l'émission aussi. Si j'avais juste un message pour finir cette émission et vous encourager à écouter les prochaines, c'est que on a parlé longtemps pour dire beaucoup de choses, mais il y a une des thématiques qui m'a vraiment frappée dans toute la discussion qu'on a eue, c'est que ce rôle de l'émotion est vraiment primordial. Même quand on étudie l'art de manière très théorique, de manière très, parfois, faut le dire, barbante, un cours d'art, ça peut parfois partir dans des sphères un peu complexes. Il y a toujours cette dimension du sensible qui nous ramène à l'art. Et s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est vous encourager à vous y intéresser. Il y aura toujours quelque chose, ne serait-ce qu'une œuvre, ne serait-ce qu'un artiste qui va vous toucher dans ce que vous êtes, dans ce que vous vivez. Et n'hésitez pas, sortez, allez voir, discutez, renseignez-vous, cherchez.
et vous trouverez au moins une chose qui en vaille la peine, c'est l'émotion.